à multiples casquettes. Je voudrais d'abord commencer par ceci. J'ai découvert en faisant des recherches que vous êtes aussi musicien. Alors, d'où vous est venue cette passion et comment assouvissez-vous cette passion, votre passion pour cet art-là? Ah, vraiment, vous m'avez eu. Ce sont des aspects de nos activités que nous n'exhibons pas. Oui. J'ai fait de la musique depuis mon enfance, avant de quitter le Togo. Et plus tard, je crois en 2009, j'avais fait un album. Et je fais de la musique chrétienne, je fais du gospel. Oui. Et un album, donc je suis inscrit au Butodra comme artiste. Oui. Et après, je travaille sur un second album depuis l'Europe. Mais quand je suis rentré avec le système des singles, je me suis dit, bon, peut-être il faut attendre et faire sortir les chansons une à une. Après, il y avait l'activité politique, la profession et toutes les autres activités qui ont réduit un peu cette projection artistique. Mais j'ai toujours le groupe s'appelle Kimbangu, groupe Kimbangu, du nom du prophète Kimbangu congolais. Et nous nous entraînons de temps à autre, souvent les week-ends, en privé. Voilà. Eh bien, je le disais en introduisant cette émission, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Que représente pour vous l'écriture et comment en êtes-vous arrivé là? Bien, je crois que l'écriture est une passion depuis l'école, depuis le collège. Oui. Je m'essayais à écrire sur le modèle des ouvrages que nous étudions, les romans. Je m'essayais à écrire. Et après, je l'ai pris au sérieux quand je commençais les études universitaires en sciences sociales. Parce que j'en ai fait d'abord en sciences dures. J'ai un DUT en ingénierie télécom à Lomé avant de partir pour l'Europe. Et donc, lorsque j'ai découvert les bibliothèques, les étudiants du Togo n'ont aucune idée de ce que c'est que la vie estudiantine, la vie universitaire. Dans l'idéal du terme, découvert un monde de livres, de connexions libres, de bibliothèques, de possibilités de lire. Et cela a développé, donc m'a permis donc de m'y mettre à travers l'écriture. Et donc plusieurs chantiers d'ouvrages. Et maintenant, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est devenu une profession. Il faut écrire des articles scientifiques, il faut écrire des articles de divulgation, il faut écrire en ligne, il faut écrire pour des journaux, il faut écrire, toujours écrire, exprimer sa pensée par l'écrit. Tout à fait. Voilà. J'ai le sentiment que votre thème de production, c'est la politique, c'est ça? C'est la politique. Oui, c'est la politique, puisque j'ai fait des études principalement en sciences politiques. Sciences politiques, relations internationales, et ensuite en histoire. Et donc, vous savez, quand vous embrassez l'histoire, vous avez une vue sur le monde qui est extraordinaire. Le monde du passé, le monde du présent, et même des projections pour le futur. Ça donne beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils d'analyse du réel. Et donc, l'écriture, c'est une passion. Cet ouvrage dont vous avez parlé, l'Afrique noire doit s'unir, l'éditeur m'a forcé à enlever l'Afrique noire. C'est un éditeur français. Il faut mettre l'Afrique pour faire le parallèle avec Africa Masonite de Kwame Nkrumah. Justement, c'est le contraire, c'est le contre-pied de la pensée panafricaniste de Nkrumah. Et justement, je voudrais vous demander quel est le message principal que véhicule cet ouvrage dans l'Afrique. Voilà. Vous savez que le dernier congrès de Manchester de 1945 du panafricanisme a donné lieu à une génération de leaders africains. Ils sont revenus en Afrique, donc Nkrumah, avec l'idée de l'Afrique unie. Mais Nkrumah s'est accoquillé très vite avec les leaders de l'Afrique du Nord, dont l'Égyptien Nasser et d'autres, qui voulaient en fait une unité africaine que le monde arabe... Il avait une femme égyptienne aussi. Justement, c'est pour sceller cette union politique. Et il voulait une union africaine que le monde arabe aurait gouverné. C'est-à-dire le monde arabe aurait fait jouer le rôle de tutelle à l'unité africaine noire. Et Nkrumah était conscient de ce projet. D'ailleurs, on n'a pas eu, dans le livre, j'explique très bien le mécanisme à travers Mohamed Ali, pas le boxeur, Mohamed Ali, le Britannique, qui a joué un rôle important dans la formation de Marcus Garvey, et comment le panafricanisme nkrumahiste est devenu un panafricanisme romantique. Et c'est comme ça qu'ils sont venus, ils ont voulu faire... Vous avez bien dit romantique. Ah oui, romantique, je ne fais que répondre un terme de politique britannique. Les Britanniques, dans la presse britannique, dans la littérature britannique,
sur l'Afrique et il qualifie de romantique le panafricanisme de Nkrumah. Vous voyez, donc, une Afrique tout entière unie. Alors que, normalement, l'Afrique noire, en tant que peuple venant d'un même ancêtre, devait s'unir fondamentalement et faire peut-être un bloc d'unité avec l'Afrique non noire du Nord. On pourrait s'entendre sur des questions d'ordre continental, mais sur des questions qui sont typiquement liées au destin des Africains, des négro-africains. Il fallait que les Africains, les négro-africains eux-mêmes, eux seuls, se réunissent et décident. Et justement, le ruban vert, qui est constitué de millions d'arbres plantés, décidés par l'Union africaine, plantés, le Sénégal est le plus loin avancé dans ce projet, qui devait séparer l'Afrique subsaharienne à travers le Sahel de l'Afrique du Nord, a été abandonné par beaucoup d'États. Mais c'était un ruban qui matérialisait la distinction entre l'Afrique noire, négro-africaine, les Africains négro-africains, et l'Afrique du Nord, qui a été occupée par d'autres peuples venus d'ailleurs. Et j'ai mis donc l'accent sur l'Afrique noire pour dire qu'il faut former la communauté du destin à travers une union politique et technique au niveau des Africains eux-mêmes d'abord, avant de faire une unité continentale qui gérerait les questions d'ordre géopolitique. Surtout que l'Afrique du Nord se réclame de la nation arabe. Justement. Et vous savez qu'il y a eu un développement poussé des relations entre une partie de l'Afrique du Nord et l'Europe. Vous savez que le Maroc est pratiquement lié à l'Europe. Il y a le tunnel, le projet du grand tunnel qui lie le Maroc à l'Europe par voie terrestre, sous l'eau, souterrain. Il y a eu le projet de l'UAM, si vous voulez, l'Union pour la Méditerranée, piloté par Sarkozy, qui a donné lieu au projet de Barcelone, combattu par Kadhafi. Kadhafi ne voulait pas d'une unité, d'une union avec l'Europe. Et ce qui a fait que finalement, ils ont renversé. Bon, bref, il y a quand même, lorsqu'on se retrouve dans les bibliothèques en Europe, entre chercheurs, moi je me suis vu déjà interrogé par des chercheurs marocains qui me demandaient, et chez vous en Afrique, de quel sujet vous parlez? On s'est retrouvé aux archives de Paris, de Courneuve. Ils étaient là aussi, mais je leur ai posé la question, mais vous n'êtes pas africain? Il y a eu un petit débat entre nous, mais il faut comprendre que la perception de ces pays du Nord, les populations du Nord, n'est pas une perception identitaire commune avec les Africains négro, les négro-africains subsahariens. Pas du tout. Et les scandales qu'il y a eu en Tunisie, il y a cela 1 an et demi, le prouvent très bien que les Africains subissent du racisme arabe, subissent du racisme au Nord, aussi bien que ceux qui sont les Africains de la diaspora européenne qui en subissent. Et voilà un peu la distinction que l'ouvrage va mettre pour faire un précis sur l'histoire singulière des négro-africains et la connexion avec l'Égypte antique orientale, parce qu'il y a beaucoup ne parlent pas de ça. L'Égypte antique avait un versant oriental qui est la Palestine et qui va jusqu'en Arabie. Parce qu'avant, il n'y avait pas de séparation physique entre la Palestine et l'Afrique. L'espace était guéable. On pouvait marcher à pied pour entrer en Palestine. C'est en 1870, 79, que Ferdinand de Lesseps, les Français et les Britanniques vont casser la partie terrestre pour créer le canal de Suez. Donc il y avait cette continuité de l'Égypte, de l'Afrique noire, et c'est pourquoi c'est dans cette partie de la Palestine habitée par les Africains que l'expérience de Akhenaton, devenu Israël pour les biblistes, a été faite. Donc ceux qui sont partis en Canaan, qui ont développé le culte mosaïque, ce sont des Africains, ce ne sont pas les Israéliens d'aujourd'hui, et qui ont développé tout cela là-bas, ils sont revenus en Afrique continentale après. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on se limite à la croûte qui ressemble à un gâteau. Mais avant, ça allait jusqu'au port de Babylone, en Iran. Donc il y a tout cela que j'explique dans l'ouvrage. Alors un autre ouvrage, j'ai vu, ces questions d'État, c'est Vanus Olympie au cœur des révélations franco-togolaises. Alors juste une idée de ce que ça comporte. Oui, juste une idée. Là-bas, il s'est agi de 3 questions. La question monétaire, la question sécuritaire et la question diplomatique. Comment Sylvanus Olympio s'est retrouvé
dans des difficultés incroyables pour séparer le Togo de la France, c'est-à-dire pour rendre le Togo indépendant et souverain. Dans cet ouvrage, nous sommes rentrés dans les archives diplomatiques, dans les lettres qui n'ont jamais été publiées, ce qui se faisait à l'abri des regards officiels, et ce qui se disait, le traitement des courriers à Paris, à Lomé, et comment à partir du contentieux avec Nkrumah, on s'est retrouvé avec l'assassinat de Sylvanus, parce qu'il y a des liens. Le premier coup d'État de décembre 61, qui avait été co-orchestré par Français et Ghanéens, dont personne ne parle, qui va conduire Sylvanus à Paris dans une rencontre inédite avec Michel Debré, où Debré lui proposait de revenir au paquet des accords coopération comme les autres Côte d'Ivoire, et comment ce traitement a été fait et comment nous sommes arrivés avec le front togolais à l'assassinat le 13 janvier de Sylvanus. Tout ceci est expliqué. La seule question que j'ai ôtée de cet ouvrage, c'est le traitement de l'assassinat lui-même, pour lequel un ouvrage à part est consacré. Et il sortira, si le bon Dieu le veut, il sortira avec des documents inédits bientôt. Voilà. Docteur Dagada, vous étiez l'un des conseillers du fils du président Sylvanus Olympio dont on parlait à l'instant, donc du président de l'Union des forces de changement, la première force politique de l'opposition à l'Assemblée nationale jusqu'au scrutin du 29 avril passé. Vous avez quitté le navire UFC, m'a-t-on dit, et qui a fait un naufrage lors du dernier scrutin. En êtes-vous surpris? Non, pas du tout. Je ne suis pas surpris. Parce qu'il y avait trop de signes avant-coureurs de ce naufrage. Et au sein du parti, ceux qui sont les leaders ont eu quand même la chance d'en discuter. Nous en avons discuté. Je ne veux pas citer des noms aujourd'hui. Vous savez que le parti est divisé en deux. Une partie qui est gérée par l'ancien ministre Elliot Orin, qui est une personnalité publique, puisque il a toujours les gardes. Il a toujours les gardes. Donc un ancien ministre d'État des Affaires étrangères, ce n'est pas n'importe qui. Et puis l'autre côté, et qui est un militant vraiment de très longue date. Un militant de longue date, qui a été d'ailleurs au cœur du rapprochement entre le RPT et puis l'UFC, et donc qui aujourd'hui constituerait la mémoire la plus vive à côté de Gilchrist Olympio, de tout ce qui s'est passé, les choses qui n'ont pas marché, pourquoi elles n'ont pas marché. Et il y avait également Romao, qui malheureusement n'est plus de ce monde, et qui avait tenu la seconde partie du parti, et entouré par l'ancien député Alépi Sénat, et par d'autres que je ne vais pas citer. Il y a un contentieux que nous avons essayé de résoudre. Moi, j'ai jamais pris part, parce que j'étais un peu étranger. Ce sont des contentieux qui datent de plusieurs années avant mon arrivée dans le cercle de Gilchrist Olympio. Et donc, les efforts, nous pouvons emporter à aucune espérance d'unité, et je me suis mis de côté. Et donc, Isaac Tchapé, il sait, nous en avons parlé pendant longtemps, il sait que c'était la fracture. Et la fracture n'allait pas arranger le parti. Le parti allait se disloquer. Et il suffit de disparaître des institutions pour disparaître. Et les 7 députés dont vous parliez, qui étaient à l'Assemblée, leur élection, les enjeux de leur élection, je les connais tous. Je connais, puisque j'étais dans la cuisine de ce moment-là. Comment ces députés ont-ils été élus, et comment ils ont pris fonction, et comment s'est passée la relationnelle entre eux en tant que groupe parlementaire et le parti, dans les conflits que nous avons eus à l'intérieur du parti. On avait le sentiment que les députés constituaient un groupe au sein du parti. La progressive autonomisation des députés et la prise de parti des députés pour un camp, et comment les deux camps se sont créés au sein du parti. J'ai été témoin de tout cela. Et ça fait que, à un moment donné, moi je m'en suis retiré. Mais ayant toujours gardé de bonnes relations avec le président, et par ailleurs, avec qui il y a un projet, nous avons un projet sur lequel nous travaillons petit à petit. Si le bon Dieu le veut, je le rejoindrai peut-être en août à Paris, et pour continuer. Il y a un projet dont certains sont au courant,
et on verra bien ce qui en sortira. Mais je suis sorti quand même officiellement et du parti. Mais est-ce que c'est pas dommage, un grand parti comme ça qui était vraiment un parti très populaire, mais tout ce crédit-là a été complètement gaspillé aujourd'hui et l'UFC n'a même pas un seul député à l'Assemblée nationale, c'est terrible, n'est-ce pas? Oui, c'est terrible. Vous savez, l'UFC a été victime de son succès et d'une stabilisation de ce succès dans le temps, n'ayant pas abouti à une prise du pouvoir. Quand vous êtes un parti qui est très populaire et que vous êtes au créneau pendant longtemps, vous sous-tendez l'espérance populaire. Mais si cette espérance n'aboutit pas à une prise du pouvoir, au fil du temps, elle s'égrène. Oui. Et les populations vont se désenchanter et s'éloigner de vous. Parce qu'il faut que votre popularité soit convertie en pouvoir. Oui, comme ça a été le cas, par exemple, pour Sonko et exactement. Au Sénégal. Exactement. L'UFC en 98 était au summum. Absolument. Et en 2007 déjà, s'il n'y avait pas eu un découpage électoral très intéressé, favorable au RPT, l'UFC aurait été la première force parlementaire du pays, de loin, avec beaucoup de députés supplémentaires, c'est-à-dire en plus. Et vous voyez bien que même jusqu'en 2012, s'il n'y avait pas eu des négociations qui n'ont pas abouti à Yamoussoukro, je ne parlerai pas de ces questions qui sont très politiques, pour, en vue des élections de 2013, l'UFC aurait gardé encore en 2013 un grand nombre de députés dans le Parlement. Mais dites-moi, est-ce que cette union avec le RPT n'est pas aussi pour quelque chose dans l'effritement de la popularité de l'UFC? Oui, vous savez, je vais être franc et direct avec vous, en tant que quelqu'un de la cuisine. Cette union avec le RPT n'était pas mauvaise, fondamentalement. Parce que le pays était en haute tension. Soit le contentieux avec le RPT finissait dans une guerre civile. Vous savez, je vous parlais tout de suite du succès qui dure trop longtemps et qui ne se convertit pas en pouvoir. Lorsque vous êtes dans ces situations-là, vous êtes tenté de recourir aux armes, puisque les instruments démocratiques ne vous permettent pas d'accéder au pouvoir. Et si vous avez la pression populaire, vous êtes obligé de recourir aux armes pour prendre le pouvoir. Et le pays était arrivé à ce créneau. Les populations n'en savent rien, ils peuvent pas comprendre ce qui se passe. Donc soit l'UFC rentrait dans l'appareil de gouvernement de l'État à travers un accord pour éviter la catastrophe sécuritaire au niveau interne, soit l'UFC prenait les armes. Et donc, lorsque nous parlons de l'accord des braves, de la paix, ce n'est pas des mots. Ça avait du sens. Il fallait se parler et co-gouverner le pays pour éviter d'aller aux armes. Maintenant, le problème dont vous parlez, il vient du fait que les dispositions de cet accord n'aient pas été toutes respectées. L'accord n'a pas apporté au peuple togolais, toutes catégories confondues, les espoirs qu'il contenait initialement. Mais avant le respect des accords, mais est-ce que le fait n'avoir pas suffisamment sensibilisé la population à cette éventualité aussi fait quelque chose, un rôle négatif dans cette affaire? Parce que du jour au lendemain, l'UFC se retrouve avec celui qui était, le camp qui était considéré comme son adversaire le plus farouche. Vous avez parfaitement raison. Et ça, c'est une petite blessure qui fait très mal dans la mémoire à l'UFC. Personne ne vous critiquerait si vous dites ça. Et l'UFC s'est contenté de faire de la sensibilisation dans le parti, au niveau interne, dans les fédérations. Mais il y a les fédérations jusqu'à Dapaon étaient informés. Il y a eu une réunion des fédérations, les présidents fédéraux avec les secrétaires étaient venus rencontrer le président national. Et il y a eu une discussion. Et la majorité des présidents fédéraux ont donné l'accord pour la signature. Mais ça se passait à l'intérieur du parti. Il y a eu l'oubli de la dimension populaire. Il fallait faire
une campagne de sensibilisation. À l'époque, l'UFC, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des militants d'autres partis, mais qui suivaient quand même l'UFC. Tout à fait. Le mot de l'UFC. Tout à fait. Et donc, ils ont été surpris par cet accord-là. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Ça a été le péché mignon, le péché capital, qui a fait écrouler l'édifice populaire qui suivait et qui renforçait, n'est-ce pas, le leadership de l'UFC au Togo dans l'opposition. Et après, il y a eu comme l'attaque de l'ANC. Il y a eu cette attaque de l'ANC contre laquelle le président national ne voulait pas poser d'acte. Parce qu'il disait en off qu'il ne peut pas se mettre à se battre avec son fils sur la place publique. Mais ton fils est en train de tirer sur toi. Et il a maintenu cette ligne. Beaucoup autour de lui ont voulu riposter, mais il les a maintenus en ordre. Ne faites rien, laissez Jean-Pierre Fabre avancer, dans l'espoir qu'il serait revenu à la maison. Et finalement, il n'y a pas eu de retour à la maison. Et donc, ce n'est que plus tard qu'il y a eu comme un rétablissement de certaines vérités et comment Jean-Pierre Fabre et les autres partis eux-mêmes étaient d'accord pour la signature de l'accord et comment ils avaient même proposé une liste de gouvernement où ils étaient tous des ministres au président national déjà en 2007, je vous en prie. C'est pas en 2010. 3 ans plus tôt, ils voulaient déjà eux-mêmes rentrer dans le gouvernement, co-gouverner avec le Nassimbe, donc avec le RPT. Tout ceci, le peuple ne savait pas. Mais c'est trop tardif. Le fait d'expliquer, l'ANC avait déjà sa base, parti constitué avec des alliés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et donc, ce déballage de vérité n'a pas eu de contrepartie politique. Point de vue populaire, c'est tout. Le parti est formé. Voilà. Gada, les dernières élections, ce sont une bérésina électorale de l'opposition qui n'a obtenu que 5 sièges, 5 sièges sur les 113 enjeux. Alors, comprenez-vous cette ampleur de la défaite de l'opposition et quelles en sont, selon vous, les causes? Bien, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même dire un mot à tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé à cette élection et qui n'ont pas gagné, et à tous les groupes, les listes, les nouvelles personnes qui voulaient rentrer dans le jeu politique, qui n'ont pas pu. Et ça a été un événement malheureux. Moi, j'ai été particulièrement très proche de M. Adjamabo, Pascal, président du MPL, dont j'ai suivi un peu la campagne, notamment dans le Bas-Mono. Et j'ai pu voir toute la dépense financière qu'il a dû affronter et comment il n'y a pas eu de contrepartie positive. Et donc j'ai vécu avec lui cette douleur politique, mais j'imagine que pour tous les autres partis, ce sera la même chose. Et donc, avec tout le respect, j'ai fait le travail de terrain. Je sais ce que c'est. Avec l'UFC, je sais ce que c'est. Même avant l'UFC, avec le MPA, qui est le mouvement que je dirigeais avant de me rapprocher de Guy Chris Olympio, ça c'est très coûteux. Et donc, comprenons-nous, ce n'est pas une critique acerbe. Ceci dit, je voudrais dire que, à mon humble avis, il y a 3 raisons. Je ne suis pas étonné de la débâcle de l'opposition. Parce qu'il y avait déjà un mouvement de centralisation, de monopolisation du pouvoir politique par le parti au pouvoir. Certains l'avaient perçu depuis, et moi je l'ai compris parce que j'étais à côté de Guy Olympio. Par exemple, en 2020, l'UFC n'a pas eu de candidat, n'a pas participé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des discussions, et même déjà en 2018, il y avait une tendance, il y avait, c'est-à-dire la perspective de fonctionnement du politique était que il faut permettre au RPT, c'est-à-dire à UNIR, de pouvoir faire les réformes, de pouvoir avancer pour moderniser le pays. Et donc, ce mouvement excluait la présence de trop de partis politiques dans le jeu politique. C'était un mouvement amorcé depuis 2018, depuis Atchadam. Oui. Il y avait une résolution prise pour une monopolisation politique du pouvoir. Et donc, on allait dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de la mort progressive de tous les partis de l'opposition. Et nous sommes arrivés en 2024 au summum
de ce mouvement, vous voyez très bien, 5 députés de l'opposition sur les 114. Les 113. Les 113. On ne pouvait pas arriver à pire ou à mieux en fonction de la perspective dans laquelle vous êtes. Tout à fait. Bon, maintenant, il y a carrément la paupérisation de la classe politique de l'opposition. Les opposants ne sont pas riches. Oui. Et pour être fait de la politique, il faut avoir de l'argent. On ne le fait pas avec son propre argent. Mais malheureusement, c'est le cas ici, la plupart du temps. Et pourquoi les opposants n'ont-ils pas d'argent? Parce que ils peuvent pas tenir des régies financières au sein de l'appareil État en étant opposants. Raison à ne pas banaliser. Parce que dans d'autres pays, les partis d'opposition sont dirigés par des citoyens qui travaillent dans l'administration publique, qui ont des hautes fonctions et qui ont accès à beaucoup de crédits. Ici, ce n'est pas possible. Pour accéder aux hautes fonctions de l'État, il faut être proche du parti au pouvoir. Et si vous voulez faire de l'entrepreneuriat pour avoir de l'argent, être riche, l'OTR vous contrôle. Quand votre régie financière personnelle monte trop haut, vous êtes contrôlé. Parce que vous pouvez, avec vos milliards, déséquilibrer la position du parti au pouvoir. Je suis souvent direct et franc dans mes analyses. Parce que je dois dormir la nuit. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Et donc, les opposants étaient obligés au début de recueillir l'argent de la base. Et après la désillusion subie par les populations avec l'UFC, on ne cotise plus. Les populations ne cotisent plus. Ils attendent que ce soit les partis qui déboursent. Il y avait un report sur l'activité de Nana Benz. Cette activité aussi a connu un déclin. Et donc les opposants sont obligés d'aller chercher de l'argent, soit à l'extérieur, soit manger à l'appât du parti au pouvoir. C'est cru, mais c'est réel. Et dans ces conditions, vous êtes faible. Et vous ne pourrez pas engranger des voix et des réussites au niveau politique. La troisième raison, ce sont les fraudes. Il y a des fraudes électorales. On ne peut pas dire non, on ne peut pas réfuter cela. Au Togo, il y a trop de fraudes électorales. Dans le comptage, le computing des votes, au niveau des CELI, il n'y a pas de transparence. Dans les bureaux de vote, il y a des bourrages d'urnes. Je ne cite personne, mais moi cette année en particulier, le jour du vote, j'ai fait plusieurs régions. J'ai fait Sokodé, Sotoubois, Adigré, presque toutes les localités jusqu'à Blita. Je suis descendu jusqu'à Elavagnon, en passant par Atapami, bien entendu, Hikiato, ainsi de suite. Dans les bureaux de vote, j'ai observé, j'ai vu des choses, puisque je connais des gens sur le terrain. Et je tenais ma tête. Que va-t-il se passer? Parce qu'il y avait vraiment l'escalade de la fraude, une banalisation de la fraude. On n'était jamais arrivé à ce stade. Et avec ça, vous ne pouvez pas gagner. Si vous êtes opposant, vous ne pouvez pas gagner. Il y a toutes ces raisons qui expliquent donc le déballage ou bien le déclin de l'opposition. Je me résume. La première raison, c'est une volonté monopolistique du pouvoir par le parti au pouvoir. La deuxième raison, c'est la faiblesse financière économique de l'opposition. Et la troisième, c'est le facteur incorrect du computing électoral au Togo. Voilà. Alors, vous connaissez la configuration donc, de la nouvelle Assemblée nationale, composée presque exclusivement de députés issus du parti UNIR, qui a par ailleurs raflé tous les postes du bureau de l'Assemblée nationale élu le 14 juin dernier, en attendant de savoir ce qu'il en sera des commissions permanentes. Alors, n'est-ce pas quand même un peu inquiétant pour la vitalité de la démocratie dans le pays, être au pouvoir et être son propre contrôleur? Non, oui et non. Oui, parce que effectivement, on ne peut pas être jugé arbitre. Non, parce que si vous êtes d'accord que c'est le système démocratique qui a fait émerger tous ces députés, si vous êtes d'accord que le peuple a été consulté, le peuple a élu des gens, et donc ces personnes sont dans le droit de s'organiser dans les institutions. Du coup, le fait de se retrouver jugé arbitre
ne serait qu'une conséquence de la consécration démocratique. C'est dans les noms. S'il n'y a pas eu de fraude, ce serait normal. Parce que s'il n'y a pas de fraude et que le peuple entier, à 95%, donne le pouvoir à un parti, c'est démocratique. Ce parti peut être monopolistique, mais c'est bon. C'est lui que le peuple veut. Dans ce cas, il est juge et arbitre, il n'y a pas de problème. Et du coup, il faut voir un peu les institutions, comment elles vont fonctionner. Il est vrai aussi que le parti au pouvoir n'est pas un parti monolithique, il y a des camps, il y a des oppositions à l'intérieur, il y a des frictions, il y a des antagonismes. Peut-être, à la faveur de ces antagonismes, quelques institutions pourraient fonctionner d'une certaine façon. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, mais moi ce que je voudrais, la question que je vous pose, je la repose. Oui. Mais pour l'image du pays, qu'on dise que voilà, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale est composé exclusivement d'un seul parti, du parti au pouvoir, est-ce que ça ne gêne pas un peu là? C'est pas quand même un peu difficile à comprendre? Oui. C'est pas facile à accepter. Oui. C'est pas facile à accepter. Oui. Alors, vous le savez sans doute, 2 des 5 députés élus de l'opposition ont refusé de siéger, ce qui a suscité un débat sur l'opportunité ou pas de siéger à la nouvelle Assemblée. Je vous prie d'écouter le nouveau chef de file de l'opposition, le président de ADI, le professeur Aimé Gogué, et donc il s'est exprimé sur le sujet. Si je ne pas siéger, il y a des pour siéger, des arguments pour ne pas siéger. Donc moi je ne le condamne pas nécessairement parce que quel que soit les cas, nous qui siégeons, nous ne sommes pas les seuls. Si les élections étaient transparentes, nous ne sommes pas les seuls à siéger ou bien ne pas siéger parce qu'il y a des gens, des partis qui devraient avoir des élus mais qui n'ont pas été déclarés élus donc qui ne siègent pas. Moi je pense que ceux qui ne siègent pas doivent peut-être trouver des moyens pour travailler ensemble pour le bien-être du peuple togolais. C'est-à-dire de combattre contre cette constitution aussi et essayer de défendre les intérêts pour l'amélioration du bien-être du peuple togolais. Alors, docteur Dogada, vous connaissez les Togolais, nous aimons les débats. Voilà, maintenant que les députés ont été élus, alors la question s'est posée pour ceux de l'opposition. Est-ce qu'ils doivent siéger parce qu'ils ont dénoncé des fraudes, etc. ou ne pas siéger? Alors, quel est votre avis sur la question? Bon, je vais répondre ici en tant que politique. Oui. En disant que je reste incompétent à m'exprimer sur les décisions prises par ces responsables de partis politiques. Pour analyser, permettez-moi de dire que ils ont raison de ne pas siéger. Parce que il y a Guécry Solompio qui nous disait souvent dans son salon que pourquoi voulez-vous aller aux élections législatives si vous n'êtes pas sûr d'avoir ni la majorité ni une minorité de blocage? Quelle est la pertinence politique de siéger dans une assemblée nationale quand son action, son vote ou son refus de voter ne produirait dans tous les cas aucun effet? Donc, politiquement, quand vous vous retrouvez dans une telle situation, vous ne siégez pas. Si vous avez la capacité financière pour vous passer de ces mensualités qui vous seront versées, il vaut mieux politiquement de ne pas siéger. Mais si vous avez besoin de cet argent, il y a donc une motivation économique qui vous conduit à siéger. Sinon, politiquement, vous ne siégerez pas. C'est mon avis personnel. Mais il y en a qui disent qu'il faut y être pour défendre les points de vue de l'opposition, pour avoir en tout cas une tribune pour exprimer les points de vue de l'opposition. Non, il y a des partis politiques extra-parlementaires qui ne sont pas étrangers à la vie nationale. Oui. Ils suivent ce qui se passe même au sein de l'Assemblée nationale. Vous savez que à l'Assemblée nationale, les journalistes peuvent aller, et même des citoyens ordinaires peuvent aller suivre les débats. Oui. Et donc, ce n'est pas nécessaire qu'un député, si politiquement ça peut vous jouer un mauvais tour, c'est pas nécessaire que vous y alliez pour siéger. Si dans tous les cas, vous pouvez participer en envoyant vos militants ou en envoyant des journalistes, allez voir ce qui se passe à l'Assemblée. Donc je crois que c'est une raison fallacieuse que de dire qu'il faut y être, et je ne critique personne, hein, chacun sait ce qu'il fait, il faut y être parce qu'il faut voir ce qui se passe. Non, on peut savoir ce qui se passe tout en n'étant pas
parlementaire au sein d'une assemblée nationale. Ouais. Docteur Gada, la grande actualité de ces derniers temps au Togo est le changement de constitution. Le pays a basculé depuis le 6 mai dans la 5e République et sous un régime parlementaire. Alors, vous qui avez déclaré qu'il faut avoir le courage de faire des expériences, dites-nous, quel est votre avis sur ce nouveau régime? Est-il plus adapté à notre pays? Est-il plus à même de rendre les Togolais plus heureux qu'ils ne l'étaient avec le régime semi-présidentiel? D'abord, moi je suis un amoureux du parlementarisme, naturellement. Et en plus, en étudiant la façon dont nos États ont été construits, je crois que le parlementarisme serait le meilleur régime politique pour le pays, pour le Togo en particulier. Mieux que le présidentialisme, a priori. Et ceux qui m'ont suivi dans des cours à l'ENA depuis 2020, ils savent que je défendais toujours un passage comme par hasard au parlementarisme, en bonne foi. Oui. Maintenant, on s'est retrouvé avec ce passage qui n'est pas propre dans la forme. Mais on ne parlera pas de la forme. Et puisque la Constitution est déjà en vigueur. Dans le fond, il y a des avantages, beaucoup d'avantages au Parlement. On ne va pas rentrer directement dans les dispositions et les relations entre les différents pouvoirs. Parce qu'il y a dans cette constitution actuelle beaucoup d'éléments qui doivent être corrigés. Et je crois que l'Assemblée nationale elle-même s'y penchera dans son mandat, la revisite de cette constitution. Mais en général, quand vous avez un régime parlementaire où le peuple a la voix, vous vous extrayez à l'influence des forces étrangères. C'est-à-dire que le parlementarisme a été souvent utilisé comme un fusible pour les chefs d'État afin de s'opposer aux dictats internationalistes, puisque la plupart des décisions sont prises par les parlementaires. C'est ce qui s'est passé avec Tinubu lorsque la CEDEAO a décidé d'intervenir militairement. C'est le Sénat nigérian qui a dit non parce qu'il devait ratifier. Et Tinubu s'est caché derrière les sénateurs. C'est une bonne méthode. Donc le parlementarisme n'est pas mauvais pour des peuples, des pays qui sortent de l'influence coloniale. Ça permet au président, au chef de l'État, d'éviter les injonctions internationalistes en utilisant le Parlement comme un fusible. C'est parfait. Maintenant, du point de vue interne, quand vous avez un pays comme le nôtre, où on n'a pas de Togolais, il n'y a pas de citoyenneté, on n'a pas créé les citoyens togolais. Il y a des micro-communautés et qui ont gardé leur identité forte. Et finalement, les partis politiques, en grande majorité, reflètent cette fragmentation sociologique. Il vaut mieux, pour donner la voix à chaque identité, passer au parlementaire, que de faire mais au parlementaire avec un régime proportionnel. C'est mieux que de faire du présidentialisme, parce que le présidentialisme vous mettra toujours en tension dans un arbitrage infini avec les différentes sensibilités de pression qui agissent au sein de votre État. Donc le parlementarisme n'est pas mauvais. Maintenant, le parlementarisme du Togo, avec la constitution actuelle, je répète, après l'avoir étudiée, je pense que cette constitution doit être corrigée. Parce qu'il y aura des frictions entre plusieurs organes. On trouve des monopoles. Il y a des monopoles autour du président du Conseil. Au même moment, il y a des compétences liées à ces monopoles qui sont exercées par des institutions constituées. Et je ne sais pas exactement comment dans la pratique ça va se faire. Et j'ai l'impression qu'il y a même des conflits entre la figure du président du Conseil et la figure du chef de l'État. Et ça va poser un problème sérieux dans la définition du cérémonial protocolaire du Togo. C'est le ministère des Affaires étrangères qui s'en charge, qui définit le protocole, le cérémonial. C'est compliqué. Quand vous prenez les parlementarismes européens, par exemple celui italien, celui allemand, vous voyez que le chef de l'État, il représente la souveraineté du pays. Donc c'est lui qui a sous son contrôle les forces armées. C'est lui qui représente le pays à l'étranger. Lorsque des chefs d'État étrangers viennent dans le pays, ils sont reçus par le chef de l'État. Ils ne sont pas reçus par le président du Conseil.
Et lorsqu'il y a des cérémonies officielles, l'ordre de préséance, de disposition des chaises, met toujours au cœur le chef de l'État. Oui. Mais là, nous voyons, si vous étudiez bien les attributions politiques, pouvoir du président du Conseil, vous verrez qu'il risque d'être supérieur dans l'ordre protocolaire au chef de l'État. Et ça pose un problème. Et je ne sais pas ce qui se passe aux affaires étrangères actuellement, mais je crois que c'est un casse-tête chinois pour le ministre des Affaires étrangères, qui est toujours en fonction et qui doit résoudre ce problème. Les différentes institutions, le rapport avec l'étranger, ainsi de suite. Comment ça va se faire? Je crois qu'il y a beaucoup à revoir. Et même du point de vue de la vie politique, la vitalité politique. Les institutions doivent être revues. La CENI doit être revue. Et même le redécoupage électoral doit être revu. Je crois que ce sera l'agenda, la partie principale de l'agenda de cette assemblée. C'est justement le problème est là, c'est-à-dire que tel que voilà, la configuration politique actuelle qu'on a dans le pays, avec la suprématie du unir, et unir risque de rester au pouvoir indéfiniment. À moins de miracles. Non, moi je ne suis pas de cet avis. Vous savez, il y a un verset biblique dans le livre de Job. Je laisse les auditeurs chercher, qui dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. On a peut-être créé une prépondérance politique autour du président du Conseil. Mais c'est parce que le président du Conseil est issu du Parlement, de l'enjeu politique. Mais le Parlement est constitué par l'Assemblée nationale, constituée par des élections. Si les élections au Togo deviennent propres, transparentes, cela peut créer un chamboulement. Le président du Conseil pourra être une autre personne, c'est-à-dire un autre parti prendra la tête de l'édifice parlementaire. Et ce sera ce parti qui restera à vie. Donc il n'est pas dit que l'actuel parti au pouvoir unir gardera indéfiniment le monopole politique dans le pays. Dans une émission, je crois chez Canal FM, que les gens ne s'agitent pas trop pour s'opposer à la nouvelle constitution. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est revoir et sécuriser le vote des populations. Et le système parlementaire démocratique fonctionne à partir de... L'attention devait être mise sur le vote. Oui, mais qui est-ce qui va faire en sorte que qu'il y ait des innovations, que le cadre électoral soit amélioré, tout ça? Qu'est-ce qui doit faire? C'est l'opposition togolaise. Il faut que chaque... Vous voyez, on n'a pas trop parlé, j'ai pas voulu critiquer l'opposition. Parce que, un peu, je suis opposition, je suis de l'opposition aussi. Mais l'opposition, dans chaque phase politique de l'État, il faut que l'opposition comprenne quel est l'enjeu de cette phase. Lorsque vous avez mis de côté les armes et que vous avez dit que l'alternance va se faire de façon pacifique par le vote, la tension va se faire autour du vote. Toute la tension, pas attention dans un seul mot, la tension, c'est-à-dire la tension va se faire autour du vote. Et c'est tous les efforts de l'opposition. Au lieu de dire le chef d'État non, le chef d'État quitte, le chef d'État, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, quels sont les mécanismes qui permettent de convertir l'expression populaire en chiffres. C'est là que l'opposition devrait concentrer ses efforts. Et quitte à déclencher des mouvements internationaux, à appeler à l'aide, peut-être au niveau de la sous-région, ou en dehors de la sous-région, au niveau africain, et pourquoi pas au niveau onusien. Parce qu'aujourd'hui aussi à l'ONU, il y a des contentions entre les grandes puissances. Et certaines puissances peuvent prendre parti, n'est-ce pas, pour les partis de l'opposition de certains pays qui souffrent en face de l'injustice électorale. Donc il y a des moyens, l'opposition, si l'opposition ne veut pas prendre les armes, l'opposition doit se sur la conversion, le mécanisme de conversion du vote en chiffres.
Ouais. Alors, docteur Gada, vous avez déclaré que, citation, le changement de la Constitution ne peut se faire en 1 mois et demi. Il nous faut nous asseoir pour discuter, bien faire les choses pour ne pas revenir, retoucher la Constitution au bout de quelques années. Alors, par ailleurs... D'où avez-vous pris cette citation? Je reste curieux. Voilà, j'ai cherché. Alors, par ailleurs, vous avez affirmé depuis 2017 que Constitution sans consensus n'est que ruine de la République. C'est vrai, c'est ça vient de vous aussi. Vous êtes devenu un investigateur. Voilà. Avez-vous eu le sentiment que le pouvoir a écouté et tenu compte de l'avis du peuple sur les changements et politiques majeurs intervenus ces derniers temps dans le pays? Non, sur l'avis du peuple, non. Le pouvoir n'a pas pris en compte l'avis du peuple. Non. Et le pouvoir a pris en compte l'avis de certaines pointes, de certains représentants du peuple. Par exemple, des chefs, des dirigeants de quartier, c'est-à-dire le peuple lui-même, non, n'a pas été consulté. Parce que nous savons que le seul moyen de consulter un peuple, c'est le référendum. Ça n'a pas été fait, donc on ne peut pas dire que le pouvoir a pris en compte l'avis du peuple. Bien, maintenant, les citations que vous avez tirées, elles sont très intéressantes. Je les partage toujours. Oui. Dans certains de mes échanges avec certaines personnes, Oui. j'ai quand même eu à le faire remarquer que si la C92 n'a pas fonctionné, la Constitution n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y avait des contentieux sous-jacents. Et ça fait que aucune partie n'a vraiment respecté cette Constitution. Le problème Eyadema et Eden Kodjo le prouve. Eyadema ne voulait pas respecter la Constitution. Oui. Et après, parce que la Constitution n'était pas respectable. Bien qu'il y ait appelé à voter pour Tout cette à fait. question-là. Il y a l'acte populaire, l'acte qui se fait Public. devant le peuple public et la conscience que l'on a des phénomènes en privé. Oui. Et il y a toujours ces deux facettes, façades. Et en 2002, la Constitution a été touchée. Pourquoi? Parce qu'elle ne répondait pas à la situation réelle du pays. Les gens critiquent le RPT, mais le RPT n'a fait que réadapter la Constitution de 2002 à une situation réelle, de fait. Après, en 2005, il y a eu, venu jusqu'en 2019, où après Amsterdam, on a refait la Constitution. C'est le Parlement qui vient de l'Assemblée nationale qui vient de se dissoudre. Mais qui demandait encore une retouche de la Constitution dans le pays? Personne. Le peuple n'a plus demandé. Mais si ça a été retouché, carrément changé, c'est parce que toujours cette Constitution ne reflétait pas des enjeux, des tensions politiques au sein de la République. Nous avons un problème de constitution, de test fondamental. Alors s'il faut faire un test fondamental, passer à une 5e République, de grâce, il faut que les tensions de la C92 soient résolues et que tout le monde soit d'accord sur le texte. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je continuerai de dire, parce que la Constitution sera appliquée par le peuple. Et il faut que le peuple soit, et d'ailleurs dans certaines conférences publiques, j'ai eu à le dire, que ce n'est pas trop tard. On peut toujours appeler le peuple à un référendum pour écouter ce que le peuple veut dire. Mais apparemment, c'est une métamorphose qui ne nécessitait pas l'avis du peuple. Et donc, ceux qui sont en pouvoir d'activer cette métamorphose l'ont faite. Et on ne peut que prendre acte. Peut-être ont-ils raison. Parce que des fois, vous agissez contre l'avis des mineurs que vous dirigez dans votre maison. Les mineurs ne sont pas d'accord, vous agissez contre toute logique. Mais après quelques années, après quelques jours, vos enfants vous disent « Papa avait raison. Il a tout transformé, mais il a vu voir des choses que nous, on ne voyait pas et il fallait faire cette césure. » Qui sait? Peut-être ils ont raison, peut-être ils ont tort. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courtes. Voilà. Bien, merci docteur Gada. Nous allons observer. Alors, docteur, faisons le constat de ce qu'ils ont appelé une impasse politique, économique et sociale au Togo. Des universitaires et des acteurs de la société civile ont créé un cadre de réflexion pour un nouveau contrat social afin, disent-ils, de faire renaître l'espérance au Togo. Alors, faites-vous partie de ceux qui ont mis sur pied ce cadre-là?
Non, je n'en fais pas partie. Et qu'en pensez-vous? J'ai une double lecture. Oui. La première, c'est que, en fait, les universitaires ont pour mission. Nous avons 3 missions. La première, c'est d'enseigner. La seconde, c'est de faire de la recherche. Et la troisième, c'est de faire du service à la nation. Oui. Donc, les universitaires ont le droit de se prononcer sur des questions de la cité. Ils n'ont pas tort dans la forme. Oui. Oui. Maintenant, dans le fond, je ne partage pas. Ce sont des aînés. Oui. Ce sont des aînés. Je connais beaucoup de collègues parmi le groupe, mais je ne partage pas cette approche parce que il y a des autorités dans le pays et des réflexions peuvent être soumises directement aux autorités par d'autres voies que par la voie ostentatoire et publique, surtout que nous sommes au Togo. Je crois que même le parti au pouvoir, personne dans la science infuse, Oui. quel que soit le nombre de conseillers togolais ou étrangers qui produisent de la réflexion, le parti au pouvoir a toujours besoin d'entendre ce que disent les intellectuels du pays. Oui. Donc je crois que les portes étaient ouvertes pour demander peut-être une audience au chef de l'État et transmettre un document que le chef de l'État avec son équipe pouvait lire. Parce que le fait de se prononcer tel qu'ils l'ont fait, c'est mon impression personnelle, renvoie peut-être à une confrontation ou à une espèce de surenchère ou d'ordalie. Et je ne crois pas que dans ces conditions, les propositions pourraient être acceptées. Oui, justement, c'est la question que je voulais poser. Et ils ont décliné un certain nombre d'objectifs. Et moi, je voulais vous demander, mais cela est-il possible? Est-ce que c'est possible de faire ce qu'ils veulent sans la participation des partisans du pouvoir, sans la participation du pouvoir? Non, ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas du tout, puisque tout ce qu'ils disent, la grande partie de ce qu'ils disent n'est pas à rejeter. C'est ça. Mais qui va les appliquer? Voilà. Qui va je sais par exemple apaiser le climat sociopolitique, c'est une bonne chose. Oui. Séparer les pouvoirs pour une démocratie consolidée et réformer les institutions de la République, protéger les droits de l'homme et des citoyens, C'est bien. promouvoir la bonne gouvernance, combattre la corruption et le détournement des deniers publics, C'est bon. organiser des élections libres, démocratiques et transparentes pour garantir la vérité des urnes et l'alternance politique, etc. C'est du bon sens. Voilà. C'est du bon sens. Mais qui va acter et va mettre en œuvre? C'est ça. C'est celui qui possède les leviers du pouvoir. Et donc, on sait là où il est. On peut le voir, discuter avec lui. Et puis, dans tous les cas, c'est le parti au pouvoir et les autorités qui vont qui peuvent mettre en œuvre toutes ces idées. Oui. D'ailleurs, ce sont des idéaux. Ce sont des idéaux. Oui. Et c'est Kant qui parle souvent de la pensée pure, la pensée pratique. La raison pure, la raison pratique. C'est de la raison pure tout ça. Dans la raison pratique, il faut voir à qui s'adresser. C'est au peuple. Et pas aux ambassades. C'est à ceux qui détiennent les leviers du pouvoir. Voilà. Actualité internationale à présent, voici quelques-uns des événements qui l'ont marqué cette semaine. Anani Vidjirakou. Au Burkina Faso, après les rumeurs de la vacance du pouvoir. Le titre et utilisation de données informatiques falsifiées à 18 mois de prison avec sursis. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans cette crise? Pourquoi et comment le Bénin et le Niger en sont-ils arrivés là? Bien, merci de la question. Il y a, je crois, deux crises qui se superposent. Oui. Il y a le problème de la sécurité, problème sécuritaire, et puis la question économique. Oui. Et peut-être même un problème géopolitique, d'influence géopolitique. Depuis la création de l'AES, nous savons que il y a une fracture au sein de l'Afrique occidentale. Une partie qui est sous influence occidentale et une partie qui est sous influence russe. Alors la frontière physique qui sépare ces deux parties devient une ligne de tension. Et ce sont des frontières autour desquelles seront positionnées des forces. Le Niger a positionné des forces tout au long de sa frontière avec le Bénin. C'est normal. Le Bénin aussi a des forces positionnées tout au long de la frontière avec le Niger. De la frontière avec le Niger. Et avec une base et deux mêmes. Nous avons présence de deux points de l'armée française. Oui. Dans le nord du Bénin
Bien. Vous comprenez que lorsque les Nigériens ont reçu les informations stratégiques portant possibilité d'infiltration de leurs frontières nigéro-béninoises par des éléments armés, ils vont fermer la frontière. Oui. Ils ne peuvent pas jouer avec... Parce qu'ils sont entre le fer et l'enclume, le marteau et l'enclume. Oui. Au même moment, tout le monde s'attend à ce qu'ils développent leur pays en 3 ans, Oui. ce qui n'est pas possible. Mais on s'attend à ce qu'ils restent au pouvoir. C'est-à-dire, ils sont en train de construire en se défendant. C'est un peu comme l'histoire de Néhémie, Voilà. qui devait Construire avec l'arme à la main. Tout à fait. Et c'est une économie qui n'est pas facile. Oui. Et c'est ce qui fait que le Niger ferme la frontière avec le Bénin. Oui. Fondamental. Parce que au début, le Bénin avait fermé la frontière. Parce que le Bénin respectait les injonctions de la CEDEAO. Le Niger en a fermé aussi en guise de contre-mesure. Oui. Mais après, le Bénin a ouvert sa frontière. Oui. Malheureusement, le Niger n'a pas ouvert. Et le Niger, entre-temps, a dit qu'il y a des éléments dans ton pays qui veulent agresser le mien. Oui. Le problème maintenant, c'est le pipeline qui passe et qui fait transiter le pétrole. Voilà. Les Béninois ont besoin de cet argent. Le port du Bénin, vous savez que le port du Bénin faisait entre 45 et 50% des recettes fiscales du pays. Oui. Et 90% des exportations du Bénin. Au port du Bénin, rien ne va. Quand je dis rien ne va, c'est en griffe. Oui. Les choses ne vont plus du tout bien. Voilà. Au profit du port de Lomé. Oui. Du coup, le Bénin a besoin que le Niger ouvre ses frontières pour respirer. Voilà. Et donc pour faire pression, Pour faire pression, ils vont empêcher le transit du pétrole. Pour obliger le Niger. Ah, mais le Niger ne va pas ouvrir la frontière. c'est ça. Alors qu'il y a des accords quand même qui ont été signés entre le Niger et le Bénin. Et le Bénin ne devrait pas. Bien sûr. Voilà. Non, le Bénin ne devrait pas empêcher le transit du Voilà, pétrole. c'est ça. Mais vous savez, dans cette histoire, permettez-moi de disculper légèrement Patrice Talon. Je sais qu'il est du côté occidental. Oui. Et il est un pion qui dérange l'AES. C'est vrai. Mais sur la forme, Patrice Talon a raison. Il y a une petite nuance à faire. Vous savez, lorsque vous avez... Patrice Talon n'est pas quand même un petit en politique. Vous pouvez avoir des contentieux, mais les activités économiques continuent. Au désert algérien, les Français continuaient de faire les essais nucléaires alors qu'ils faisaient la guerre contre l'Algérie, à Reagan. Ils se sont mis d'accord entre généraux en conflit, que le conflit ne toucherait pas la zone du désert où se faisaient les essais nucléaires. Parce que c'est stratégique. Le pétrole est aussi stratégique. Oui. Ils peuvent se mettre d'accord sur le fait que, bon, ok, on ne s'entend pas, on ferme les frontières, on les ouvre comme on veut, mais le transit du pétrole, on le garde en dehors de tout ça. Ça n'a pas été explicité dans l'accord signé avec la partie chinoise. On peut tout dire. Le problème vient d'où? On dit que le Bénin doit tout faire pour faire passer, il ne doit pas être d'entrave à la circulation du pétrole. Mais lorsque le Niger ferme sa frontière, ici, nous parlons de frontière terrestre. En géopolitique, la frontière terrestre est double. Il y a le sol et le sous-sol. La fermeture d'une frontière terrestre signifie que vous fermez le sol. S'il y a des lignes de télécommunication, des lignes de transport d'hydrocarbures dans le sous-sol, vous les fermez aussi. Alors, pourquoi le Niger ferme la frontière terrestre au sol pour empêcher le transit des personnes, mais ne veut pas fermer la frontière au niveau du sous-sol? Vous l'avez vous-même dit au début, à cause de la présence des bases militaires françaises. Voilà. C'est ce que Patrice Talon dit. Patrice Talon, lorsqu'il envoie son ministre rencontrer le président Tchani, il lui dit, vous avez fermé la frontière. Donc on ne peut pas faire de formalité de douane. Donc nous aussi, nous actons la fermeture de la frontière totale. Sol et sous-sol. Donc pas de passage de pétrole. Pas de passage, pas d'embarquement. On ne peut pas embarquer. Mais si vous voulez que la fermeture des frontières fasse exception au sous-sol, vous devez le préciser. Il faut faire un communiqué pour le dire, ce que le Niger ne veut pas faire. Donc, je crois que sur la forme, Patrice Talon n'a pas tort. Il suffit que le Niger dise que c'est vrai, on ferme le sol, mais on laisse transiter le pétrole,
ils vont revoir les dispositions tripartites avec la Chine et vont inscrire cette déception-là dans les textes. C'est vrai que pour Patrice Talon, aller sur ce formalisme, c'est cacher le contentieux politique qu'il y a derrière. Mais sur le formalisme, il a raison. Oui, et docteur Foli Gada, Oui. vous avez écrit l'Afrique noire doit s'unir. Oui. Alors, dans cette histoire, on a le sentiment que Patrice Talon est un instrument entre les mains de l'Occident, notamment de la France. On a ce sentiment-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Patrice Talon fait le jeu de la France contre le Niger, contre l'AES. C'est clair. On ne discutera pas là-dessus. Et puis, il ne faut pas aussi croire que l'AES est une organisation panafricaine. Parce que j'entends souvent dire, une organisation panafricaine ne ferme pas ses frontières aux autres pays. C'est une organisation de souveraineté d'abord. Quand ils auront assis leur souveraineté, alors ils pourront commencer par faire une politique de solidarité, tout en veillant à ce que les États voisins ne soient pas des États hostiles. On a des États hostiles. Vous voyez, cette histoire est très jolie parce qu'elle permet de comprendre symboliquement l'état de l'Afrique. Dans une Afrique où il y a une partie qui est pro-Afrique, une partie pro-étranger, est-ce qu'il est possible de faire l'unité? Il faut dire non, c'est la vérité. Ça veut dire que nous sommes dans une phase historique où le panafricanisme ne peut pas se faire. Parce qu'il y a trop d'ingérence étrangère en Afrique. Il faut d'abord faire sortir les troisièmes hommes. L'Angleterre ici, la Grande-Bretagne ici, les Américains ici, les Français ici, les Chinois ici, les Russes ici. Il faut les faire sortir tous. Avant d'envisager une unité entre Africains. Tant que toutes ces personnes sont là, on ne peut pas faire d'unité. Donc personne ici n'est panafricaniste. J'entends les gens dire que le Togo est un régime panafricaniste. Non. Tous ces États-là sont sous la tutelle de puissances étrangères. Et il faut les faire sortir toutes avant de penser à l'unité pro-africaine. Oui, docteur Patrice Talon, globalement, les gens apprécient ça fait le travail qu'il fait au Bénin. Oui. Mais à voir de près, il a des relations plutôt compliquées avec tous ses voisins. On a le sentiment que sur le plan diplomatique, même s'il n'y a pas crise ouverte entre le Bénin, le Togo, le Bénin, mais on ne sent pas ça que... Non, Patrice Talon est un président qui est très méfiant. Vous avez raison. Il se concentre sur le Bénin. Il n'est pas trop ouvert. Président. Vous savez, quand je l'ai compris lorsque nous étions à un séminaire à Dakar, en 2022, lorsqu'il y avait un général, plutôt un colonel, je ne vais pas citer son nom, béninois, il était au panel. Il disait que lorsque Patrice Talon a pris le pouvoir, il a convoqué un conseil de sécurité nationale et la première question qu'il pose, il demande à son armée quelles sont les possibilités que le Bénin soit envahi militairement par le Togo, par le Nigeria, par le Burkina Faso. Lorsque ce colonel parle ainsi, j'étais là, j'ai tiqué. Comment est-il arrivé à envisager même une telle éventualité? Ça veut dire que il se perçoit comme lui-même, le Bénin seul. Une méfiance totale vis-à-vis de ses voisins. Et c'est ce qui se traduit par sa politique vis-à-vis du Niger, sa politique vis-à-vis du Togo lui-même. Parce que jusqu'à un moment donné, il n'y avait pas une bonne entente entre le Togo et le Bénin. Nigeria, n'en parlons pas, c'est des fermetures de frontières intempestives. Et il n'est pas vraiment avant Tinubu, avant l'arrivée de Tinubu, là c'était... bien sûr. Et aujourd'hui, certains officiers de l'armée béninoise, ils se disent qu'ils attendent que le mandat finisse pour qu'ils partent. Parce qu'il a fait un grand travail, mais il y a des aspects qu'il a négligés, auxquels il n'a pas donné beaucoup de cure. Voilà. Donc Patrice Talon n'est pas trop un personnage de solidarité. C'est un personnage très pro-Bénin. Alors, il y a aussi un phénomène, on a le sentiment que tout est mis en œuvre pour que le Niger ne puisse pas jouir de sa manne pétrolière. Et on a tout récemment cette organisation, le Fonds de libération, je ne sais pas quoi, là, qui exige, qui demande que Bazoum revienne au pouvoir. Et on a le sentiment que des gens, des puissants sont derrière tout ça là pour empêcher le Niger de prospérer. Voilà. Bien, vous avez reçu le document stratégique qui a fuité de l'armée, de l'état-major
des armées françaises où on disait qu'il faut tout entremettre pour empêcher ces trois pays, de continuer dans leur marche. Et il faut tout faire pour déstabiliser ces pays. C'est clair, aujourd'hui c'est clair que la France cherche à déstabiliser ces trois pays. Et les pays qui sont sous la férule française, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, il faut que les gens se disent la vérité. Le Togo n'a pas coupé ses liens avec la France. Et tous ces pays-là seront utilisés comme des outils, comme des moyens pour déstabiliser dès que possible. Et les dirigeants du Niger, du Burkina, du Mali le savent. Tout est mis en œuvre pour les déstabiliser. Et ils ne seront... Vous voyez comment la transition a été prolongée au Burkina. Au Mali, n'en parlons pas. Au Niger, on vient de lever l'immunité de Bazoum. Ces partis politiques, ces mouvements qui s'agitent au Niger, ils seront matés. Parce qu'ils ne sont pas dans une phase de libéralisme. Ils sont en guerre. Quand vous êtes en guerre, vous avez des gens de votre maison qui crient en faveur de votre oppresseur, vous les mettez en prison. Pas de droit de l'homme là-bas. Donc, mais nous courons un grand danger de guerre dans notre sous-région. Et au début, on a pensé que le risque de guerre est éloigné. Ce n'est pas vrai. C'est juste du recul pour permettre un encerclement, une préparation de la déstabilisation de ces États. Donc, préparons-nous à un moment de tension, parce qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas résolu. Le CFA, par exemple, ils n'ont pas encore coupé. Il y a des négociations, beaucoup de choses vont se faire. Les relations de l'AES et le raid de la CEDEAO. Vous savez, lorsqu'on a organisé notre conférence, le colloque international de Lomé, ici l'université de Lomé, sur le terrorisme dans le Sahel, dans le golfe du Guinée, lorsqu'on préparait le texte, et tous les arbitrages allaient dans le sens de dire qu'il y a le Sahel et le golfe du Guinée. C'est comme si c'était prémonitoire que notre Afrique occidentale sera divisée en deux zones. Il faut désormais réfléchir en termes de Sahel et en termes de golfe de Guinée. Les gens peuvent tout dire, mais il y a déjà une scission. Il y a déjà une scission. Et je crois que nos États feraient mieux de ne pas contribuer à déstabiliser les autres États, qu'ils prennent leur voie. Et que nos États aussi prennent leur voie. On verra bien, au bout d'un certain temps, qui aura... Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être à la France de faire autre chose? Parce qu'on sent que tout ce qu'il fait jusqu'à présent, ça ne marche pas. Le Niger a décidé de retirer, par exemple, la licence d'exploitation du gisement du uranium à la société française Orano. Mais est-ce que la France ne devrait pas maintenant réfléchir à une autre façon de composer avec l'Afrique? Parce que, et même cet acharnement se sent sur les médias, avec les médias occidentaux, leur façon de traiter les informations. Quand vous écoutez, là, parfois, vous souriez, vous dites, mais c'est pas possible. Est-ce que la France peut encore se repêcher? Peut-être autour de 2015, lorsque vous disiez ça, on pouvait imaginer que la France pouvait encore rebondir. Mais aujourd'hui, moi, je crois humblement que quelles que soient les réformes de la politique française, en Afrique, c'est le déclin, quelles que soient les réformes. Donc ils peuvent s'embellir, ils peuvent changer de vêtements, personne ne tombera plus, même les pays qui semblent les soutenir, comme les nôtres, ainsi de suite, ne perdons pas de temps s'il faut changer de veste. Et donc je crois que la France, l'influence française, c'est le déclin. Et les États-Unis sont en train de veulent remplacer progressivement la France dans ces zones où ce pays n'a pas pu tenir l'influence haute pendant le temps. Alors, la CEDEAO est inaudible dans ce bras de fer entre le Niger et le Bénin, une CEDEAO dont vous déploriez l'inaction et l'inefficacité devant les coups d'État, et institutionnel, constitutionnel, une CEDEAO fragilisée, contestée, mais que le nouveau président sénégalais, Diomaye Faye, veut amener le pays de l'Est à réintégrer. Alors, quelle chance lui donnez-vous de réussir cette mission? Zéro, aucune chance. Et aucune chance. Et les gens avaient cru que avec la DIP. En fait, les pays de l'AES sont allés très loin. Même ici à Lomé, au début, les gens se posaient, des conseillers du chef de l'État, de la diplomatie se posaient des questions. Est-ce qu'il ne faut pas les faire revenir à la raison? Non. Vous ne lisez pas bien la réalité. Ils sont partis trop loin. On les a agressés. On a voulu les agresser, les réétatiser, créer de nouvelles frontières, casser ces pays.
Et c'est très grave parce que l'État, c'est d'abord le territoire. La souveraineté territoriale, c'est la base. Donc, ils sont partis trop loin. C'est fini. Ils ne peuvent pas. Diomaye Faye devait faire attention. Parce que le peuple sénégalais va finir par le désavouer. Ils ont eu un discours de rupture pour passer au pouvoir. Mais ils sont en train de faire un double jeu. Et tout le monde le comprend. Et son voyage même en France ces derniers jours-là, il n'est pas vraiment compris par beaucoup de monde. Il a refait ce que la plupart des chefs d'État ne font plus. Même le président togolais, pendant un bon moment, quelles que soient les élections, les réélections, n'allait pas à Paris. En tout cas, pas dans une visite officielle. Vous savez qu'il y a 4 catégories de visites en diplomatie. Mais les visites de courtoisie, qui sont des visites privées, on n'en parle pas. Et les visites officielles, personne, à part même Alassane Ouattara, ne le fait plus. Ne va pas à Paris après s'être fait réélu. Il va et il est bien reçu. Nous savons, maintenant ça se voit. Et il faut voir le profil de son ministre de la Défense. Ministre de la Défense, M. Diop. C'est un otaniste convaincu. Et qui il travaille, il a fait des déclarations récemment qui m'ont fait un peu froid au dos. Comme si la politique étrangère du Sénégal en Afrique occidentale serait finalement une politique otanienne, politique de l'Occident. Le Sénégal risque d'avoir des problèmes s'il continue en tant qu'État à faire le jeu des Occidentaux. En fait, les Occidentaux, les Américains, les Français, ainsi de suite, ils doivent eux-mêmes faire un examen de conscience. Ils ne pourront plus continuer à vivre sur le dos de l'étranger. Ils doivent refaire leur politique de développement sur des forces, sur leur propre force. Cette phase est en train de finir. Voilà. Bien, docteur Gada, je suis obligé de vous arrêter ici. On ne pourra pas aborder les 2 autres sujets que j'avais annoncés au début, notamment le conflit Ukraine-Russie et la montée des populismes en Europe. Mais on va remettre ça plus tard pour avoir le temps, franchement, d'aller en profondeur sur ces sujets-là. J'espère que vous allez nous revenir très bientôt. Alors donc, mesdames, messieurs, l'invité de ce matin est le docteur Ekwe-Foli Gada, universitaire, enseignant, chercheur, écrivain et musicien. Monsieur Gada, je vous remercie encore une fois pour les analyses que vous avez proposées, les éclairages que vous nous avez apportés sur certains des événements qui retiennent l'attention au Togo et ailleurs dans le monde. Alors, j'ai beaucoup aimé et j'imagine qu'il en est de même pour les auditeurs. Vivement la prochaine fois. Mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de Retro 7 de ce jour. Recevez mes sentiments de gratitude. Essai, Hanani Vijraku, Kin Haïté Messan et Amjoy Allah et moi-même de là, Agbo. Nous vous disons merci pour votre aimable attention et vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro de Retro 7 samedi prochain. Je vous le rappelle, et ceci encore une fois, cette émission est rediffusée le dimanche à partir de 11h.